Micro, ok? A priori. C'est très étrange. C'est hyper Ça étrange. donne un côté extrêmement solennel. Tu sais. Totalement. Bonjour Madame Frichet. Mais bonjour. On est parti. Tu m'as demandé de t'accompagner ces petits moments. Et du coup, j'ai un peu envie de donner une thématique à cette interview, dans l'idée de clôturer une étape, mais plutôt aussi de transmettre quelque chose. D'accord. Donc c'est la vision sur laquelle on va partir tous les deux. Et toutes les petites questions que je t'ai préparées. Parce que pour le coup, c'est ce que je t'avais demandé. Je t'avais dit que je voulais que tu prépares les questions, mais je voulais pas les avoir en avance. Tout à fait. Pour rien pouvoir préparer et que ce soit justement le plus spontané possible. Exactement. Ma première question, si tu devais expliquer ce qu'est Omnivan en une phrase. Allez, celle-ci est la première question. Ouais, okay, voilà. Je dirais une équipe de passionnés qui a été mise en place pour permettre aux gens de transformer leurs rêves en réalité. Très intéressant. Toujours beaucoup de personnes qui nous ont dit c'est mon rêve d'avoir un van, c'est vraiment mon rêve que de pouvoir prendre la route, d'avoir ma maison roulante, je l'imagine comme ça. Oui. Et en fait, chacune des pièces de l'équipe Omnivan a permis en fait de faire de tout ce qui pouvait être imagé, tout ce qui pouvait être rêvé en fait par les clients, quelque chose de réellement factuellement réalisable en fait et réalisé. Et je pense que c'est comme ça que je définirais Omnivan, et finalement cette philosophie, tu l'avais dès le début. Puisque pour la petite histoire, je fais un petit flashback, moi tu m'as accompagnée, j'étais la première cliente Omnivan, tout à fait. Mahana, il y a 4 ans. Ça remonte. Voilà, et c'était ça, mon but premier était de partir sur les routes avec un van aménagé et d'aller à l'aventure et de découvrir des choses. Tout à fait. Donc tu as réalisé mon rêve. Ouais, d'une certaine manière. Pourquoi cette aventure Omnivan ? Qu'est-ce qui a été fédérateur chez toi ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer ? Enfin, quel est le début, en fait, de cette histoire ? Le début, il a commencé il y a un moment. Le tout premier van que j'ai fait, je l'ai fait en 2019. J'ai aménagé avec un kit brico-dépôt tout fait. Je suis parti jusque dans les Dolomites avec. Ouais. Et ça m'a permis, en fait, de combiner 2 choses. Une passion pour le voyage, qui est certaine, parce que j'ai énormément voyagé auparavant. Et la deuxième, qui est celle du bricolage. Et les 2 mises bout à bout, en fait, ça a vraiment permis de se développer une réelle passion pour le fait de réussir à mettre tout le confort nécessaire et de fabriquer des choses dans un volume vraiment tout petit qui permet en fait de se balader pour aller visiter différents pays ou différents continents. Et en fait, ce qui derrière a énormément servi ma cause, ça a été le Covid. Les frontières ont été fermées, voilà. que un peu tout s'est stoppé. En fait, on a stoppé notre rythme de vie. C'est ça. Et lorsqu'en fait les barrières du Covid ont été levées, là on a recommencé tous à voyager en se rendant compte qu'il n'y avait pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour réussir à voir de belles choses. Et au même moment, mon employeur commence à travailler sur un plan de rupture conventionnel collectif. Et là, je sais qu'à un moment donné, j'étais en détachement sur un poste depuis pas loin d'1 an et j'étais toujours pas nommé. Okay. J'appelle la hiérarchie pour demander où en est en fait la nomination, puis on pouvait pas parce que c'était le Covid, il y avait pas mal de choses, etc. Et je revois ce matin où j'étais au volant, je précise, en haut-parleur avec le téléphone, qui n'était pas sur l'oreille. Et mon chef me dit non, on peut toujours pas nommer, etc. Et là, en fait, je vrille complet. Pas du tout méchamment, mais je me dis, ok, ça fait 1 an que je suis sur un poste, je suis pas nommé. Je vais repartir de là où je viens parce que j'ai pas du tout envie de continuer sur cette lancée-là. Mais je vais surtout me casser de la boîte parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Ça s'est fait vraiment, ça n'a pas du tout été mûrement réfléchi jusqu'à l'étape où, allez, on réfléchit, on y va. Non, ça a vraiment été, mais je veux plus faire ça de ma vie, en fait. Je reviens sur cette passion. Parce qu'elle était là. Vu que toi, tu avais déjà aménagé ton van, tu savais ce que c'était, l'aménagement de van, voyager en van, etc. Mais à quel moment tu t'es dit, cette passion, je vais potentiellement en faire mon métier ? Quel a été le truc où tu t'es dit, ok, le van aménagé, je veux en faire un métier et je veux surtout créer mon entreprise ? Parce que tu aurais pu aussi très bien postuler à un poste d'aménageur ou autre dans d'autres sociétés. En vrai, Ouais. Tu sais, j'ai toujours fonctionné comme ça. Au plus profond de moi-même, le truc, c'était évident. Je saurais même pas te dire s'il y a une raison ou quelque chose qui m'a amené à ça. Okay. J'ai vraiment la sensation de m'être levé un matin et de me dire « Oh, si je fais ça, c'est sûr, ça va marcher. Okay. » C'était vraiment quelque chose de profond où ça a commencé à s'imbriquer et tout s'alignait. En fait, à chaque fois que j'ai commencé à penser au projet, j'ai Mathieu, mon fournisseur Victron Énergie, qui m'a appelé pour me dire « J'ai vu que tu avais eu un accident avec ton véhicule, je peux te proposer du matériel en essai. » J'ai commencé à être démarché par des gens, c'était à l'époque sur Facebook, qui me disaient « On a vu que tu as déjà fait tes vannes, qu'il y avait des questions. » Et genre, je me dis « Waouh, mais il y a tout qui me libère ça, en fait, tu vois. » Et plus j'ai commencé à avancer et à creuser, et plus c'était évident qu'il fallait que je poursuive dans cette roue-là. Donc je pense qu'il y a vraiment
à un moment donné, le truc de se dire j'ai envie de faire ça. Et derrière, en fait, tout qui m'a permis de me dire, mais tout s'aligne, c'est le moment où il faut quitter ton emploi. En fait, si j'y vais pas maintenant, j'y vais jamais, quoi. Ma seconde question, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans la création ou même dans la construction de ta société au fur et à mesure? Qu'est-ce que tu as aimé profondément dans le début de ce projet et dans la construction de ce projet? Je pense que c'est de réussir à créer un projet qui est totalement à mon image. La première chose qui a été faite, c'était de trouver un nom. Il y a une pub qui passe à la télévision avec marqué, c'était Omni quelque chose, en fait. Et je me dis, mais Omni veut dire tout en latin. Omnivan, ça sonne bien. Et si je rajoute le H devant, ça fait tout type de maison sur roue. Donc déjà, dans le nom, en fait, j'avais envie de pouvoir toucher tout le monde. Et derrière, en fait, je voulais vraiment faire quelque chose à dimension humaine. Comme tu le sais, moi, je sais que j'ai beaucoup d'importance pour le rapport humain, pour l'entraide, pour le fait de toujours tendre la main ou de se rendre service et surtout de jouer transparent à carte sur table surtout. Quand j'ai commencé à faire le site internet avec donc Julie, qui était aux commandes, qui a fait vraiment toute la partie structurelle du site, moi j'ai fait toute la rédaction de contenu. Et donc étape par étape, commencer à faire la création de ce site, de te rendre compte que tu as une image de marque qui en ressort et que j'arrive à faire ressortir ce qui moi m'anime au quotidien, ça a été une période qui a été ultra enrichissante et que j'ai vraiment adoré faire dans la phase de création. Entre le moment où j'ai pris la décision, le moment où je suis parti de l'aéroport, où on a commencé Mahana, le site internet, trouver un atelier, tout ça, il s'est écoulé à peu près 9 mois. Et c'est 9 mois où j'étais la tête dans le guidon tout le temps à me dire, mais j'adore en fait de pouvoir réussir à vraiment donner une dimension qui correspond exactement à ce que je suis au travers d'un projet professionnel, d'un réseau social, d'un site internet. Oui, parce que c'est aussi ta première entreprise que tu as montée, et donc forcément il y a un attachement. On va pas se mentir, chaque entrepreneur le sait, quand on crée une entreprise ou en tout cas un patron de boîte, la première, elle a toute cette intention, toute cette effervescence, toute cette saveur du nouveau. Quand on a été salarié avant, je pense que je comprends ce que tu veux dire par c'était en ébullition. Et je pense que ce qui est encore plus gratifiant, c'est de se rendre compte que les gens adhèrent en fait, à tout ça. En fait, j'avais déjà des commandes avant même que la société soit immatriculée. Parce que je pense que ce qui transparaissait sur les réseaux et tout ça plaisait. Et c'est là où tu te dis, mais tout ce que je suis en train de faire, ça a du sens. Tu as annoncé la fermeture d'Omnivan il n'y a pas longtemps. Ça a été des mois compliqués et on va revenir là-dessus, mais c'est surtout ça qui est ressorti. En fait, les gens ont fédéré autour d'une entreprise et ont fédéré autour de ce que tu en as donné. Et dans tous les clients, on l'a vu, puisque en plus d'avoir fait aménager mon van par Omnivan, je suis aussi l'architecte d'Omnivan et des vannes aménagées. Et on l'a vu dans nos partenariats clients, dans nos collaborations, il y avait vraiment cette dimension humaine. Est-ce que tu as déjà eu des petits retours qui ont vraiment été pour toi des éléments d'attachement, en se disant putain, je suis vraiment en train d'aider quelqu'un à réaliser son projet et son rêve? L'intégralité, pour tout ce qui est des aménagements complets, en tout cas. Parce qu'en réalité, et cette marque de fabrique-là, elle est vraiment venue, pareil, sans que ce soit calculé, c'est de faire des stories de manière journalière. Et en fait, les clients avaient un réel fil rouge où ils pouvaient suivre dans les moindres recoins tout ce qui se passait sur leur véhicule. Et ça, je pense que ça a été une réelle valeur ajoutée au produit. Et donc, tu sentais que toujours les gens te disaient « mais c'est encore mieux que ce que j'imaginais » ou « on n'avait pas pensé ça comme ça, mais en vrai, c'est beaucoup plus fonctionnel ». Il y a vraiment eu, de manière totalement différente sur chaque client, un lien fédéré où tu te dis « waouh, vraiment là, ça marque ». La personne qui m'a le plus marqué dans tout ça, il y en a deux. Le premier, c'est Roger. Roger et son petit kangou qui avait un tout maigre budget. On a tout fait pour essayer de rentrer tout dans cette enveloppe. Et c'était un monsieur de plus de 85 balais qui va drouiller avec son petit kangou. Et la deuxième personne où je sais que vraiment on a frappé fort sur l'aménagement et où ça a été exactement ce qu'elle voulait, c'est Sophie, avec Léon. Et où on avait la dimension humaine, parce que c'était une personne que je connaissais avant, mais surtout plein de touches qui ont été mises dans ce véhicule-là, qui rappelaient comme l'évier... le confiturier de la grand-mère ou ce genre de choses. Et en fait, là, on a créé un lien qui était extrêmement fort, qui finalement s'est créé sur tous les véhicules qu'il y avait derrière, en fait. Tu avais vraiment à cœur d'aller dans le moindre détail, ça on en a beaucoup parlé, d'avoir des symboliques, d'avoir un signe. Et du coup, chacun avait son petit truc plus dans son aménagement. Il y avait la petite touche et on avait fait un truc qui était très drôle, c'est que dans chaque véhicule suivant, il y avait un morceau du véhicule d'avant. Peu importe lequel, il y avait toujours soit une porte, soit un bout de bois, soit il y avait quelque chose en fait qu'on récupérait de l'aménagement d'avant et il y avait une continuité dans chaque véhicule. Et il faut savoir que ça a créé tellement de liens que cet été, on t'a fait une jolie petite surprise en se réunissant. Du coup, on s'est réunis
pour pouvoir être ensemble, les clients, passer un moment avec toi, et parce qu'on sait aussi l'attachement qu'on a les uns pour les autres. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment bluffé ce jour-là, déjà, quand tu arrives sur ce parking et que tu vois déjà 6-7 véhicules réalisés à l'atelier. Bon, déjà, c'est une surprise, donc tu as tout ça, mais tu te rends compte qu'en fait, que tous les gens qui sont passés par l'atelier ont même entre eux un lien, que pour certains ils se voient à l'extérieur, pour certains ils sont devenus amis, et le point de départ, en fait, le point de pivot, c'est justement Omnivan. Les routes se sont croisées et les gens ont tous accroché les uns avec les autres, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est assez bluffant, et donc je suis quand même assez fier. Ouais. J'ai parlé de la relation client, mais j'aimerais aussi parler de la relation même interne à Omnivan, parce que tu as mis aussi beaucoup de cœur, tu as créé une équipe. La fin d'Omnivan, elle a aussi clôturé la collaboration avec Marine et Dylan, qui ont été des gros piliers pour toi et pour avancer. Oh oui. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu d'eux ? Tu fais chier. Bah oui, évidemment. C'est tout à fait normal. Putain, je pensais que j'avais vidé mon stock de larmes, tu vois. Ah bah, puis alors moi, forcément, en plus, si toi tu pleures, moi je pleure, c'est un enfer. Mais on va y arriver. Ça fait du bien d'en parler. Oui, non, mais clairement. Clairement. Mais quand tu es seule à ton compte et que tu mènes au fur et à mesure les années, les mois, etc., et puis tout ce que ça peut engendrer, ça on en viendra après. Marine Dylan, c'est un couple d'amis, c'est vraiment des gens qui comptent et puis qui prennent part. Ouais. Qui restent pas seulement en tant qu'amis à soutenir, mais qui prennent part littéralement pendant 1 an. Au total, ça aurait fait 10 mois. 10 mois, où ils sont là, ils t'épaulent. Est-ce que tu sens à ce moment-là qu'il y a un vrai changement pour toi entre le fait de piloter seul et le fait aussi d'être accompagné ? Clairement. Les 3 premières années où j'ai été seul m'ont énormément coûté. Tu sais ce que c'est aussi. Parce que c'est quelque chose qui est difficilement perceptible de l'extérieur, mais en fait, quand tu te lances à ton compte, tu te lances pas juste dans l'activité dans laquelle tu es en tant qu'aménageur de van, tu te retrouves à devoir être comptable, à devoir rédiger des devis, à devoir faire des factures, à devoir gérer un site internet, à devoir faire de la relation client, de la communication, et en fait tu te retrouves sur une quantité de fronts pharaoniques sur lesquels tu connais absolument rien. Et moi je sais que je suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs, donc c'était pour moi quelque chose de nouveau, et tu y vas et tu te débrouilles avec ce que tu as en fait. Et je me suis plutôt bien débrouillé, mais j'ai manqué clairement de structure, et ça m'a coûté cher parce que je faisais des horaires pas possibles et que ça a été compliqué. Enfin, lorsque j'ai signé 2 véhicules coup sur coup, à savoir Achille et Atlas, à ce moment-là, je me dis, je peux plus tenir tout seul. C'est pas possible. Et là, je viens de rentrer un énorme coup de trésorerie. S'il faut que je prenne une décision et que je grossisse la structure, c'est maintenant. Et pour l'anecdote, en fait, j'écris à Marine et Dylan en leur disant, à supposer que je vienne de signer 2 camions, est-ce que vous seriez d'accord pour venir travailler avec moi ? Et là, Marine m'appelle et me dit, on était au petit déjeuner, en train de chercher du travail en Suisse, et on se dit, bon, si ça ne répond pas en Suisse à nos demandes, on va demander à Juste s'il a besoin de quelqu'un pour travailler. Le truc est juste lunaire, en fait. Incroyable. Et je leur dis, écoutez, je viens de signer 2 camions, let's go. Ils sont arrivés, rapidement on est parti sur des CDD, ce qui moi me faisait peur. 1 an avant on me disait, t'embauches du monde, je disais je ne veux personne, je veux pas m'emmerder avec des employés, je ne veux pas grossir la structure, ça va coûter cher, etc. Ce qui est vrai en soi. Mais là je me suis dit, il faut aussi que moi je me préserve, que je me sauve, parce qu'en fait je suis tout seul du matin au soir depuis 3 ans. Et lorsqu'ils sont arrivés, Dylan ça a été assez facile dans le sens où il est très autonome sur la manière de bosser, et il a fallu que je forme Marine, je mets des guillemets tout simplement parce que je l'ai un peu parachuté dans le truc, je lui ai montré 2-3 choses à savoir, et en fait elle a énormément imbriqué, et très rapidement en fait c'est devenu le bras droit qui gérait tout le péri-opérationnel. Et au moment où je les embauche, là je recommence tout simplement à vivre, en fait. Je recommence tout simplement à avoir du temps pour moi, à pouvoir me reposer, à pouvoir prendre des petits jours de break pour pouvoir aller prendre l'air. Et ça change drastiquement la donne sur cette partie-là, mais ça change aussi la donne sur le fait que l'ambiance à l'atelier, évidemment, je me parle plus à moi-même durant la journée, tu vois. Ça aide. Et c'est surtout qu'ils arrivent avec, au-delà de leur casquette d'amis et de collaborateurs, avec une envie de pousser le projet qui n'est pas leur, en fait, de base, beaucoup plus loin que moi-même là où je voulais le pousser. Je me rappelle d'un moment où Dylan me dit ouais mais on va pas se reposer sur nos lauriers, faut aller toujours plus loin, et à cet instant précis moi j'ai pas envie, juste parce que je suis éclaté, je suis fatigué, j'ai juste envie de pouvoir me reposer, et eux ils arrivaient avec cette volonté de pousser encore plus, et ça s'est senti, tout le monde nous le disait sur les réseaux sociaux, tout ça, on sent que vous montez en gamme à chaque fois, vos vannes sont de plus en plus beaux. Ils ont été une pièce plus que maîtresse à la réussite d'Omnivan. Et ils sont restés jusqu'au bout, ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas lâché. De mon côté, je me suis battu pour essayer de les garder le plus longtemps possible, malgré ce qu'on savait sur le fait qu'il n'y avait plus de boulot et tout ça. Sans eux, ça n'aurait pas du tout eu la même saveur, c'est certain.
tout s'est bien aligné, tout s'est mis en place. Ce qui a changé du coup, c'est la vie à l'atelier. J'aimerais bien faire un petit focus là-dessus. Parce que je sais que, comme beaucoup de monde, on regardait les vidéos, on regardait les stories, on regardait les posts. Et est-ce que ça, tu t'étais attendu un jour à avoir monté ta boîte et à avoir autant de good vibes? Non. Non, vraiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur de gérer une boîte. Mais là, t'avais cette ambiance qui fait que... allez, ça fait du bien, on rigole 5 minutes, on relâche, tac, on se fait une petite vidéo, mais surtout, la bonne énergie, quoi. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est, notamment quand j'ai annoncé la fin, beaucoup de personnes ont dit ça va manquer parce que au-delà du travail qu'il y avait, on savait qu'il allait y avoir des moments où on allait rire, des moments où ça allait être simple, d'autres où ça allait même parler d'autre chose que du van, et vous vous montriez sous votre vrai jour. Bon, il y a quelques filtres parce que tu peux pas non plus tout dire sur Instagram, mais heureusement d'ailleurs parce qu'il y a des fois où on était un peu hardcore. Mais ouais, en fait, je pense que les gens ont adhéré à tout ça tout simplement parce que c'était authentique, pas calculé et sans filtre en fait. Et on vous montre ce qui se passe dans un atelier d'aménagement de van, que ce soit les moments de doute, les moments où on rigole, les moments où on est sérieux. Et je pense que les gens ont adhéré à ça parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui manque, je pense. Tout est calculé beaucoup dans la communication des réseaux sociaux. Ouais, on adhère à des choses qui sont rythmées par rapport à une mouvance, avec toutes ces trends et tout ce genre de choses. Ouais. Et moi j'ai toujours refusé d'adhérer à ça. Je voulais toujours vraiment avoir quelque chose d'authentique où les gens adhèrent ou ils adhèrent pas. Et je pense que ceux qui ont adhéré fort et sont restés, en fait, toutes ces années. Totalement. Et c'est ça qui, je pense, a plu. Ouais. Tu l'as intégré à Omnivan, ce côté spontané, de pouvoir... c'est des petits flashbacks, tu vois, mais proposer des apéros pour que tout le monde se rencontre, proposer faire des rendus de projets et organiser quelque chose, inviter les copains de ceux à qui tu rendais les vannes. Il y avait toujours cette spontanéité de te dire, ok, en fait, j'ai envie de faire un truc en plus, quoi. J'ai envie qu'il y ait un petit truc en plus. Et je pense que c'est un truc qui restera. Si je te posais une question, du coup, autre que la société, mais aussi personnelle, parce que mener une société, c'est totalement et entièrement personnel quand tu décides de monter une boîte. Qu'est-ce que Omnivan t'a appris? Autant professionnellement que personnellement. Personnellement, ça m'a appris la remise en question. D'accord. Mais énormément. Plus que jamais, quand t'es à ton compte, tu te rends compte que rien n'est jamais acquis. Et que pour réussir à aller à chaque fois plus loin, t'es obligé de te regarder et de te dire qu'est-ce que je peux faire pour faire encore mieux, ou en tout cas pour faire au moins aussi bien. La patience. J'étais quelqu'un de très impatient. Quand je voyais que les devis ne tombaient pas, je commençais tout de suite à stresser. Quand je voyais qu'il n'y avait pas de visibilité, ça me faisait peur. Et puis je me suis dit à un moment donné, arrête de lutter contre ça, arrête de vouloir tout de suite, et accepte le fait que ça n'arrive pas. Ça a été une réelle plus-value par rapport à ça. Ça m'a aussi permis de découvrir mes limites. Parce que ça m'a coûté un très gros burn-out à un moment donné dont il a été très difficile de sortir et de me rendre compte que y a un moment donné, il fallait aussi que je me préserve. Et chose que j'ai toujours négligée jusque-là, en fait, j'ai toujours beaucoup donné, beaucoup tiré sur la corde et mon corps et ma tête avaient toujours suivi jusque-là. Et là, il y a un moment donné où clairement on m'a dit stop. Et aujourd'hui, j'apprends à m'écouter, chose que j'aurais pas fait il y a quelques temps. Ce qui est fou, c'est que tu rentres dans une dynamique où tu ne vois pas les choses venir. C'est-à-dire que tu te dis, ok, je vais plus faire, mais plus faire veut dire donner plus d'énergie, et tu en as déjà très peu en stock. Donc en fait, tu passes ton temps à soit donner de l'énergie, soit à essayer de combler ce manque d'énergie par, ok, je vais prendre 2-3 jours et puis ça ira. Mais ce qui a été fou, c'est que moi j'ai vraiment suivi Omnivan de très près, tout ton parcours et toute ton histoire. C'est que ce moment de burn-out, il a été aussi déclencheur d'un j'ai besoin de m'entourer. Et c'est fou parce qu'on en a lu des bouquins sur le développement personnel, le développement des entreprises. Oui, faites attention, il faut vous entourer, etc. Mais à quel moment on ne le fait pas tout de suite? C'est quoi? C'est cette envie de réussir par soi-même? Je pense. Tu penses que c'est ça? En fait, j'ai l'impression que si tu lâches à un moment donné, tout va s'écrouler. Okay. Jusqu'à ce qu'on arrive à comprendre que si tu lâches pas, ça va finir par s'écrouler parce que tu ne pourras plus tenir. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ce que je te disais sur le fait d'apprendre à prendre soin de moi, en fait, et surtout à écouter mes signaux. La fin de cette année a été littéralement chaotique. Quand on arrive à plus savoir ce que tu es en train de faire, tu prends une cote, tu te retournes pour la reporter sur, une planche, mais que tu regardes la planche, tu dis, mais je la mets où cette planche? Puis tu te retournes, tu dis, putain, j'ai pas bu mon café. Et que ton cerveau t'a lâché complet, c'est que t'as beaucoup trop tiré, que tu t'es pas écouté, et que voilà. Bon, là, les circonstances faisaient sur cette fin d'année que t'avais pas le choix que de continuer à tirer sur la corde parce qu'il fallait réussir à tout finir dans les temps. Ça a été dur, quand j'y repense. Bref. Professionnellement, ça t'a aussi appris des choses sur... T'étais un très bon formateur. Enfin, t'es un très bon formateur. Tu vois, ça, tu l'as toujours su, je pense, et puis moi, je l'ai très vite compris. Mais j'étais surtout formé pour. Enfin, c'était mon métier avant, la pédagogie, donc ouais.
Ouais, totalement. Donc pédagogie, formation, transmission, énormément. Transmission de savoir, on adore. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre professionnellement où Omnivan, t'as vraiment... tu t'es dit, ah ouais, en fait, il y avait des choses que je comprenais pas, où j'avais pas envie d'y aller, et finalement, maintenant, j'y vais. De la compétence pure. Ok. Pure et dure. Quelques années de ça, en fait, si on m'avait dit que je toucherais un tableau électrique, jamais je l'aurais cru. Et aujourd'hui, il s'avère que c'est la partie que je préfère. J'ai toujours aimé créer, fabriquer des choses, mais en fait, quand t'es pas confronté au fait de devoir les faire, bah, finalement, tu te reposes sur tes acquis, ou tu sous-traites, ou tu demandes de l'aide. J'ai eu la chance de rencontrer les personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont expliqué. Et tout ça mis bout à bout, en fait, au niveau professionnel, mais je pense que j'ai jamais autant grandi et j'ai jamais chopé autant d'expérience et de compétences dans plein de domaines que sur ces 4 années. Parce que finalement, il faut toucher à tout. Il faut toucher à de la plomberie, à de l'électricité, à de la menuiserie, à de l'isolation, à de la carrosserie. Enfin, le domaine, il est tellement vaste. Au niveau pro, l'enrichissement, mais vraiment compétences, etc., ça arrivera vraiment en tête sur ce que ça m'a amené. Là où ça a été très, très enrichissant, c'est que jusque-là, comme toute personne en position de client, tu te dis toujours que c'est trop cher, tu te dis toujours que l'artisan est un voleur, tu te dis tout ça, et une fois que tu passes de l'autre côté, et que tu commences à comprendre à quelle sauce tu vas être mangé, waouh, là tu te dis, mais quand il me dit que je suis trop cher, mais j'ai envie de l'insulter, en fait. S'il savait ce que je paye, et s'il savait ce qui me reste à la fin, je comprends que ça paraisse cher, évidemment. Ouais. Mais en fait, ça m'a permis de me positionner non plus que du côté client, mais du côté patron. Mais ça, moi, je trouve ça hyper intéressant et intelligent de le désacraliser. C'est-à-dire que vraiment que ça soit sur n'importe quel service ou n'importe quelle prestation ou n'importe quel produit, être un artisan aujourd'hui en France, c'est vraiment être déterminé. Ah oui, c'est chaud. Clairement, c'est chaud. Je poserai une petite dernière question avant de parler d'autre chose, mais si tu devais recommencer, tu le referais, Omnivan ? Plutôt 2 fois qu'une. Je ferais peut-être pas les mêmes bêtises. Alors, s'il fallait recommencer aujourd'hui, après ce qui s'est passé, un autre projet, clairement me remettre dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, non. Okay. Là, j'ai besoin d'un petit CDI bien confortable, sans charge mentale et sans ce genre de choses à gérer. Mais si on me remet 4 ans en arrière, je fais exactement la même chose. Ouais. Être à son compte aujourd'hui et la réalité financière. Oui. gros point. On va parler chiffres. On va parler chiffres. Qu'est-ce que ça représente réellement ? C'est-à-dire en qualité de vie, en qualité d'investissement, de pouvoir augmenter ou pas ta société. Enfin voilà, tout ce que toi t'as vécu financièrement, autant sur un point de vue personnel que professionnel. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à leur compte. On le sait. On est à 4 années post-Covid. C'est très décisif cette année et 2025 a été très décisif pour beaucoup d'entrepreneurs. Et j'aimerais bien un peu tu vas casser ce truc-là et se dire, mais en fait, les gars, vous avez fait du mieux que vous pouviez, et non, c'est pas de votre faute. Et après, oui, il y a des choix qu'il fallait faire et d'autres qu'il fallait pas faire. C'est comme ça la vie, on tente des coups de poker et on voit et on avise. Mais la réalité financière d'une boîte, qu'est-ce que c'est ? En fait, je pense que ça va dépendre déjà du domaine d'activité dans lequel tu es et des charges que tu as absorbées. Si on prend, je vais comparer ta société et la mienne, par exemple, aujourd'hui, toi, tu peux télétravailler. Par exemple, tu n'as pas besoin d'avoir un local à louer, tu ne vas pas avoir besoin d'avoir un stock de matériel à disposition. Donc, on va avoir une fluctuation qui est moindre. Mais par contre, forcément, les projets que tu vas rentrer vont représenter des sommes beaucoup moins importantes que ce que nous, on pouvait faire dans le van. Donc, en fait, je pense que ça va vraiment être lié au domaine d'activité dans lequel on est sur la réalité financière. Maintenant, si on prend celle d'Omnivan, si je prends la fin, donc la dernière année avec Marine et Dylan et tout ça, on est en moyenne entre 11 et 12 000 euros de charges fixes mensuelles. Donc ça inclut le loyer, les assurances, tout ce qui est box, abonnement téléphonique, les salaires, les amis de l'URSSAF, évidemment, ils sont jamais bien loin, les impôts sur les sociétés, t'as les mouvements de TVA qui viennent aussi chambouler un petit peu tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, si l'idée des gens de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat est de s'enrichir financièrement parlant, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Si on cherche à avoir un enrichissement personnel et humain et tout le reste, en fait, c'est une aventure qui vaut la peine d'être vécue. Maintenant, si on parle vraiment chiffres, c'est énormément d'heures, énormément d'investissements, beaucoup de sacrifices pour une rémunération, c'est pas un secret, qui, à la fin de l'année, était à 1 400 euros par mois. Ouais. Marine et Dylan étaient à un salaire qui était plus haut. C'était aussi un choix que de me sacrifier pour justement essayer d'abaisser mon URSSAF pour réussir à tenir une année où ils étaient avec moi pour voir un petit peu où on allait. Donc c'était totalement assumé. Financièrement aujourd'hui, en tout cas dans ce domaine-là, et avec le business plan que moi j'avais mis en place, parce qu'il y a d'autres aménageurs qui aujourd'hui ont commencé à 2, qui se dégagent de 1 000 euros par mois, mais parce qu'en fait ils ont fait des choix qui étaient tout autres, tu vois.
si on parle vraiment chiffres, aujourd'hui, oui, le jeu n'en vaut pas la chandelle, je pense. Au prorata du nombre d'heures fournies et au prorata de l'investissement et des sacrifices que ça demande par rapport à ce que tu te dégages. On est surpris l'un et l'autre chaque année de découvrir des choses supplémentaires sur nos boîtes ou des réalités financières qu'on n'a pas vu venir. Est-ce qu'on est très préparé à lancez-vous. Et quand vous êtes lancé, ah oui, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième année, il y a toujours des petites surprises. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on arrête, nous, de nous renseigner ? Et est-ce qu'on arrête aussi de nous donner des informations ? Ou à nous d'aller les chercher aussi, hein, mais est-ce que ça peut être aussi un élément qui peut aider de se dire, renseigne-toi un peu tous les ans sur peut-être ce qui va t'arriver l'année prochaine ? Clairement, en fait, on a toujours les phrases attention, ta troisième année, l'URSSAF va te rattraper. Voilà. Je pense que dans un premier temps, il faut s'entourer avec les bonnes personnes. En premier lieu, le comptable, clairement, qui soit là pour expliquer vraiment les rouages et tout ce qui va se passer. Et en fait, je pense que pour eux, c'est tellement facile qu'ils en oublient certains fondements, en fait, où si tu vas pas à la pêche aux infos, en tout cas, c'était mon cas, c'est difficile d'avoir une explication sur certaines choses. Par contre, à partir du moment où tu sollicites, moi, il a toujours été extrêmement réactif et j'ai toujours bien compris. Mais je pense qu'en fait, ce qui est compliqué, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu viens à mettre 25 casquettes différentes sur ta tête avec 25 gestions de choses que tu ne connais pas. Ouais. Et dans tout ça, il faut que tu fasses tourner ton business et il faut qu'il soit rentable et il faut qu'il te ramène des sous, tout simplement parce que tu as besoin de ça pour vivre, en fait. Donc je pense qu'on oublie, oui, mais surtout qu'il faut réussir à se dégager le temps pour pouvoir le faire. Et ça, je pense que ça demande une grosse organisation, que de réussir à aller savoir au fur et à mesure de l'avancée de la société ce qu'il est possible de faire pour pas aller au casse-pied, pour en tout cas pour optimiser du mieux possible. Ouais, et je pense qu'il y a tellement de choses à savoir, le domaine est tellement vaste aussi, que c'est pas évident. Donc je pense qu'il y a le fait de bien s'accompagner qui le permet, et le fait potentiellement aussi, comme tu le disais, de prendre un temps pour nous et de se dire ok, là il faut que je fasse le point sur ce qui va se passer dans le futur, laisser un petit peu de côté le travail, parce que en fait ça va avoir son importance, même si on a l'impression de perdre du temps à l'instant T, quoi. Ouais, et souvent, tu sais, il y a ce truc-là un peu en tant que patron, on fait le bilan de l'année en se disant, ok, voilà, bon, ce qui s'est passé, qu'est-ce que je vise l'année prochaine ? Et souvent, il est très relatif à une vision financière. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres paramètres que la vision financière. Tu vois, la vision aussi de ton bien-être personnel, la vision aussi potentiellement juridique ou administrative. En fait, je le comprends, ce truc-là de, oui, l'année prochaine, je vise tant. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a le fait de pouvoir structurer des bases, mais il y a aussi pouvoir aller chercher d'autres informations et aller chercher d'autres éléments pour pouvoir t'aider à progresser chaque année. Ouais. C'est pas si facile. Mais en fait, je pense que c'est le but d'un comptable. Je parle du comptable parce que c'est vraiment la pièce maîtresse sur cette notion de finance. Lui, son rôle, c'est de te donner du chiffre. Et pas nécessairement d'avoir un regard un petit peu plus en retrait sur ce qu'il faut pour que tu puisses continuer sur le long terme, autre que financièrement. Je revois un bilan, il a dû se dire à un moment donné que je venais d'une autre galaxie. Il me dit, mais du coup, tu fais toute cette société, à un moment donné, il faut maximiser tes marges, il faut aller chercher plus loin. Je sais pas, c'est quoi ton objectif ? Je dis, je fais ce que j'aime, tu vois. Il me dit, non, mais faut que tu t'enrichisses un peu plus. Je dis, j'ai ce qu'il me faut. Donc, et je revois, en fait, c'était sur un visio, ce retrait, genre, ok. Et ça paraissait totalement abstrait, parce qu'en fait, on n'est pas dans une question de rentabilité et tout ça. Je sais qu'il y a eu un moment donné où on a discuté aussi de potentiellement la possibilité d'embaucher, et où il me dit, si t'es bien tout seul et que tu gères, en vrai, te mets pas là-dedans, parce que c'est une source d'emmerde supplémentaire. Ce à quoi je lui réponds, mais moi, en fait, je ne cherche pas à m'enrichir plus, je cherche juste à pouvoir me dégager du temps. Quand tu rajoutes de la masse salariale, en fait, il faut aller chercher plus de résultats. C'est logique. Ouais. Donc finalement, tu es toujours lié à cet aspect financier, et l'impact que ça a sur le moral ou sur le côté physique ou psychique, c'est difficile de le prendre en compte quand ton rôle il est juste de conseiller au niveau du résultat comptablement parlant, au niveau financier. Ouais, donc il y a aussi cette césure qui est super difficile. Moi, j'ai toujours pas trouvé la solution, je tiens à le dire. Autant cette césure entre vivre d'un métier qu'on aime, faire tourner une boîte qu'on aime, des projets qui portent nos valeurs, et en même temps que financièrement ça rapporte, et au-delà de ça, qu'il y ait cette notion de temps. C'est super dur parce qu'en fait, toi moi je suis de la prestation de service, donc si je ne crée pas, il ne se passe rien, hein, on est d'accord, voilà, la boîte ne tourne pas. Toi c'est pareil, c'est-à-dire si tu n'étais pas à l'atelier, la boîte ne tourne pas. C'est ça. Donc cette césure entre les deux, elle est super difficile à vivre. Est-ce que toi ça a été un élément déclencheur ? Là je vais parler un petit peu de tous les éléments déclencheurs qui ont poussé ta décision de fermer Omnivan. Est-ce que ça en fait partie ? Est-ce qu'il y a d'autres éléments déclencheurs ?
Il y en a beaucoup. Ouais, c'est super dur à dire pour moi parce que finalement, enfin, je ne vais pas pleurer, on en a beaucoup parlé tous les deux, mais en fait, tous ces éléments-là, ils se sont un peu accumulés et sans voir venir, et tout d'un coup, on s'est dit, ok, bon, bah, c'est quoi ta décision ? Bah, je ferme. Donc, pourquoi ? Mais moi, je les ai vus venir. Ils se sont fait étape par étape. Et le point de fracture, t'étais là. Ouais. Au moment où j'ai su que ça commençait à devenir plus gérable. Alors, il y a le premier qui a été clairement la question de conjoncture et la question de demande. Où, au fur et à mesure de l'année, je voyais que là où j'avais une quantité de mails à traiter qui était énorme, on en avait de moins en moins. Donc je pense qu'il y a eu clairement un petit essoufflement de la mouvance et surtout une conjoncture qui aujourd'hui est tellement incertaine et instable que je pense que les gens mettent un réel frein quant à l'idée d'engager des sommes pareilles pour réaliser un van aménagé. Dans tout ça, moi je recommençais finalement à avoir du temps pour moi, mais la contrainte que je me suis rajoutée à cet instant précis, c'est que je suis plus tout seul dans le bateau. Et que s'il n'y a pas de travail qui tombe, j'ai 2 loulous avec moi qui comptent sur moi. Oui, ils sont parfaitement au courant en fait de la conjoncture, puisque Marine avait accès au compte bancaire pour pouvoir faire les paiements. On voyait en fait ce qui se passait sur les comptes et on voyait ce qui se passait sur le fait qu'il n'y avait pas de demande qui tombait. Et en fait, je me retrouve à devoir encaisser la pression de me dire, est-ce que à la fin du mois, je vais pouvoir payer tout le monde ? Est-ce que je vais pouvoir payer ci ? Est-ce que je vais pouvoir payer ça ? Parce qu'en fait, tu es sur un fil permanent. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui a commencé à me faire énormément de mal au niveau moral. Tu as une responsabilité supplémentaire qui, en tout cas pour moi, à gérer n'était pas des moindres, parce que tu as clairement de l'impact sur ce qui se passe derrière. Ça a commencé à devenir compliqué, puisqu'en fait, quand Camille est arrivée avec Martine, à 2 semaines près, on n'avait plus de boulot. Et je me retrouve à me dire, ok, dans 2 semaines, on fait quoi ? Tu vois les CDD qui s'arrêtent à la fin du mois, est-ce qu'on reprolonge dans l'espoir que ça reparte ? Est-ce que ça va repartir ? Et tout ça, en fait, commençait à vraiment m'user. Et ensuite, on a un gros point de rupture, qui est la période de vacances au mois de septembre, où pour la première fois depuis plusieurs années, je prends 5 jours sur 365. Les 2 premiers jours, il y a un relâchement total de la pression, où tu m'as vu même en train de me manucurer les ongles devant un écran. Oui, c'est vrai. J'ai fait regarder une série dont on taira le nom, une série sans intérêt, mais qui fait du bien au cerveau. Oui, c'est ça. Et qui t'a pas mis de toi là-dessus. Et je me revois comme ça, tu m'avais dit, tu veux boire quelque chose, et je te regarde, je fais... Et là, je me dis, ok, c'est vraiment des vacances, je relâche, tu vois. Ouais. Et au bout de 3 jours, je reçois une notif de l'URSSAF qui me dit, on va procéder à la régularisation de l'année dernière. Vous prenez 2 700 € et là, un prélèvement de TVA de 5 200. Sur les 5 jours de vacances que j'ai pris, il faut que je gère du boulot. À appeler le comptable, à demander à bloquer les prélèvements de l'URSSAF pour pas éclater la trésor, parce qu'à cet instant précis, on n'est pas en train de travailler. On est tous les 3 en vacances. Et là, quand je prends cette baffe en pleine tronche, je me revois te prendre dans mes bras et dire je suis pas sûr que c'est la vie que j'ai envie d'avoir. Ouais, je me rappelle. Parce qu'en réalité, ça s'arrête jamais. Il n'y a pas un seul moment où tu vas pouvoir avoir un répit. Les gens te disent les 3 premières années, 4, 5 sont les plus dures. En vrai, ça va être dur tout le temps. Ce sera tout le temps dur parce qu'il y aura toujours des choses sur lesquelles tu peux pas avoir de levier d'action. Tu seras obligé de subir quand tu as choisi de te mettre à ton compte, en fait. Donc ça a été un réel point de rupture. Et quand on est rentré au mois de septembre, on avait des gens qui avaient fait des demandes de devis, qu'on avait bossé, sur lesquels Marine avait fait énormément de dimensionnement. Il y avait quand même beaucoup de choses qui avaient été mises en place pour réussir à satisfaire toutes ces demandes. Et puis tu as des gens qui d'un coup d'un seul ne répondent plus, que ce soit par message, par téléphone et tout ça. Et on voyait l'échéance arriver. Et je me dis, mais ça se relance pas. Et on se retrouve une fois encore dans la phase où, si on ne signe rien, eh ben, je vais me retrouver à devoir licencier mes 2 employés, et même si ça repart pas derrière, est-ce que je continue tout seul ? Et je m'étais toujours dit, le jour où je dois me séparer de Marine et Dylan, je ne reprends pas la casquette de tout ce qu'il y a à gérer tout seul. Je me suis déjà mis au casse-pipe une première fois, pas 2. Tu l'avais déjà vécu, il y avait aussi ce truc-là ils avaient tellement pris une importance capitale dans la boîte que, en fait, reprendre derrière, quel est l'intérêt ? À un moment donné, je comprends 1000 fois. Et surtout, là où je mets un point super important, il y a 2 points qui ressortent, qui sont fous, c'est le premier point tu peux jamais, finalement, avoir l'esprit tranquille. On va pas se mentir, je pense que tous les entrepreneurs ou tous les gens à leur compte emmènent au moins leur téléphone ou au moins leur ordinateur, même si c'est une semaine en vacances en famille. Il y en a qui arrivent à couper et vraiment, je les félicite et c'est génial et tout, etc. Mais il y en a quand même très peu, c'est la réalité. Parce que tu as peur de louper l'occasion d'un nouveau client, tu as peur de louper l'occasion justement d'une faille financière que tu n'as pas vu venir, etc. Et du coup, il y a cette charge quand on nous parle, on nous dit c'est génial, tu es à ton compte, etc., tu as mis ta boîte. Mais cette charge mentale, elle est là. Elle est ultra présente. C'est pas une faute de se dire à un moment donné, en fait, j'en peux plus, quoi.
J'en ai marre, parce que c'est clairement ça qui s'est passé en septembre. Et puis, il y avait aussi cette conjoncture. Enfin, souvent, on nous dit, oui, mais la conjoncture ne veut rien dire sur la vie d'une entreprise. Oui, il y a des domaines qui sont quand même plus touchés que d'autres. Toi, tu l'as vraiment senti dans les vannes aménagées. Aujourd'hui, de toute façon, je suis pas le seul. Hein. Tu regardes Fort Nomade, on pense à tous les copains. Le DAU. En fait, on a plusieurs sociétés avant moi qui ont fermé tout simplement parce que la demande était devenue absente. En fait, je pense qu'il y a plusieurs explications face à ça. Il y a, dans un premier temps, l'effet de mode qui, je pense, est en train de s'estomper. Dans un second temps, tous ceux qui ont acheté leur van ou qui l'ont fait, qui ont fini leur road trip, l'ont remis en vente. Donc, on a un marché de l'occasion qui est clairement saturé et qui évidemment te coûte beaucoup moins cher que d'avoir recours à un artisan. On a tous les chers mastodontes qui s'amusent à se tirer la bourre sur les prix et qui te font des vannes sorties d'usine à 65-70 000 euros. Et en fait, face à tout ça, tu peux plus rivaliser. Et on est dans une phase où aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de sociétés qui ferment. Donc il y a bien un réel souci au niveau de la conjoncture, ça c'est une certitude. Pour en revenir à ce que tu disais avant, et beaucoup de personnes m'ont dit « mais c'est génial, t'es à ton compte », t'es libre de faire ce que tu veux. Et ce à quoi je leur répondais toujours, en fait, quand tu es à ton compte, tu n'es pas libre de ta société ou de faire ce que tu veux, tu en es esclave. Quand je dis ça, je dramatise pas le truc, mais c'est qu'en réalité, si tu veux que ça tourne, tu ne peux jamais t'arrêter. Donc tu es libre de créer ce que tu veux, mais t'es pas libre d'arrêter de prendre des vacances comme tu le souhaites, de te prendre le salaire que tu veux, tout simplement parce que tu es obligé de gérer tout ça. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est assez difficile à percevoir quand t'as pas, je pense, essayer au moins une fois de te mettre à ton compte et de te rendre compte que c'est aussi destructeur et emprisonnant que enrichissant et porteur de bonnes choses. Moi, ce que j'aime bien aussi, et l'échange qu'on a aujourd'hui, c'est aussi d'être réaliste. Tu vois, il y a un peu ce truc-là, alors on sait, on l'a enjolivé pendant 4-5 ans, le fait d'être à son compte, etc. Je dis pas du tout le contraire, mais c'est aussi intéressant de dire à un moment donné, toi, t'as dit stop. Tu vois ce que je veux dire ? C'est assez fou de se dire ça. Tu as dit stop. À une situation et à ta boîte que tu avais toi-même créée, qui était devenue ton petit bébé, quoi. Et ce stop, il est... Même si c'était une décision qui a été prise, qui était ferme, ça t'a coûté de dire stop. Il faut savoir une chose, c'est que si la conjoncture n'avait pas été celle-ci et qu'on avait un carnet de commandes avec des devis qui signaient, ça ne s'arrêtait pas. J'aurais continué le projet. Parce que j'étais en capacité maintenant, avec Marine et Dylan, de pouvoir prendre ces fameuses coupures et de réellement faire des vacances. Une fois que c'était lancé et qu'on savait où on allait à 3, j'aurais pu vraiment me reposer un petit peu plus et articuler Omnivan sur d'autres projets, peut-être diversifier et tout ça. Maintenant, sur cette notion de résilience, au même titre que, comme tu me le demandais au début, ça bouillait en moi, je sais que c'est là qu'il faut que j'aille, là ça a bouillonné en moi en me disant, là, dis stop. Tout de suite. À ce moment-là, en fait, moi je sais que je fonctionne toujours à l'instinct, plus qu'au calcul. J'essaye pas de faire des projections ou autre, je me dis, là, ça sent pas bon. Et donc j'ai appelé Alain, mon comptable, en lui disant écoute, je suis inquiet, voilà ce qui se passe, il faut que tu me conseilles parce que moi je suis vraiment incertain et j'ai l'impression que c'est plus porteur, quoi. Ce à quoi il m'a répondu, la première chose à faire, à partir du moment où tu veux sauver ta boîte, c'est de sauter les 2 fusibles qui te coûtent le plus cher. Et cette phrase, elle m'est restée en travers de la gorge pendant longtemps. Je me revois dans ce bureau descendre en fait, et devoir dire à Marine et Dylan, il faut que je casse vos contrats. Pour donner un ordre d'idée, en fait, qu'on se rende compte, ça coûtait à peu près 4 500 € par mois que de pouvoir les rémunérer avec leur salaire chargé et tout ce qui va avec. Et au moment où il te dit ça, il est en train de te dire que tout ce que tu as construit, il faut que tu l'arrêtes dans l'espoir de sauver la boîte pour te retrouver une nouvelle fois tout seul et continuer. Et là, je me dis, mais ok, alors stop, il faut que je me sépare d'eux parce que ça ne tourne pas. Il y a une conjoncture qui est ultra incertaine. Et je vais me retrouver tout seul, finalement, pourquoi ? Je me retrouve à faire un bond en arrière énorme dans une conjoncture ou dans un milieu qui est en train de s'estomper. Je le sais, en fait, je l'ai pratiqué pendant tellement d'années, on le voyait même sur les festivals. Il y a beaucoup moins de visiteurs, beaucoup moins d'exposants. Et en fait, quand j'ai mis tout ça bout à bout, je me suis dit, ok, on a écrit ces 4 années, les 4 années sont réussies. Est-ce que c'est pas le moment juste de se dire, stop, à cet instant précis ? On se dit que le pari, il a marché et que tous les voyants sont au vert parce que il y a des erreurs que j'ai fait, c'est certain, mais dans l'ensemble, en fait, c'est du 100%, tu vois. Tous les clients ont toujours été contents, le nom a commencé à être connu, et en fait, je préfère rester sur cette note-là plutôt que de batailler et de m'acharner pour affronter quelque chose face à quoi j'ai pas les armes, en fait. Face au fait qu'il n'y ait plus de demande, face au fait qu'il n'y ait plus d'engouement, je peux absolument rien faire. Je peux pas batailler en fait. Il y a des choses avec lesquelles je peux batailler, mais là c'était un combat qui était perdu d'avance. Et
pour te donner un ordre d'idée, entre le moment où j'ai appelé le comptable pour faire ce point-là fin septembre et la fermeture qui donc a eu lieu fin novembre, ça c'est le nombre de devis qui ont été signés. Oui, donc en fait... Donc au moment où j'ai senti le truc, et le moment où ça a fermé, si j'attendais ne serait-ce qu'un mois de plus, on courait à la liquidation judiciaire parce que j'avais un mois de charge de plus qui tombait et là c'était terminé, quoi. Donc il y a vraiment ce moment-là. Il y a vraiment ce moment-là où tu te poses la question, où tu t'arrêtes et où tu ressens les choses et où tu comprends qu'en fait, non, ça n'ira pas plus loin et il vaut mieux le faire maintenant C'est ça. plutôt que plus tard. Donc pour répondre à ta question initiale qui était ça a été difficile, prendre la décision n'a absolument pas été difficile. D'accord. Ça a été très facile même, je dirais, en fait. Rapidement, je me suis dit, ok, non, c'est ce qu'il faut faire. Les répercussions que ça a, là, c'était plus compliqué. C'est de devoir rompre les contrats de tes 2 employés, devoir revendre du matériel à perte pour réussir à tout solder, pour essayer de limiter la casse sur ce qui te reste. C'est de te dire aussi que tout ce que tu partages dans ton quotidien et que j'adorais partager va s'arrêter. Pour ceux qui étaient dans la confidence avant que ce soit officiel, tout le monde m'a dit, c'est une blague, t'arrêtes pas. Et je leur disais, mais je pense que vous avez pas idée de ce qui est en train de se passer, que ce soit au niveau finance, au niveau moral et tout ça. Je dis là, en fait, il faut que ça s'arrête, c'est devenu vital. C'est plus les répercussions du choix qui ont été difficiles à encaisser, plus que la prise de décision en elle-même. Mais les gens ont été surpris parce qu'il y a aussi cette différence entre ce dont tu peux parler, ce dont tu ne peux pas parler, et puis bien évidemment tes inquiétudes personnelles, et puis le réseau professionnel. Mais surtout, c'est... comment en parler, comment en discuter. Est-ce que toi, tu as trouvé conseil auprès d'autres entrepreneurs, auprès de famille, auprès d'amis ? C'est exactement ce que j'allais te dire. En fait, moi, j'ai appelé des confrères, clairement. Il faut savoir que dans le domaine de l'aménagement de vannes, et tu les connais de toute façon, moi, je trouve ça fascinant. On a toujours beaucoup plus été dans une entraide du quotidien, à se refiler les bons tuyaux, les bons fournisseurs, plutôt qu'à se tirer dans les pattes. Et cette communauté a quand même été toujours ultra bienveillante. Et donc, moi, j'ai clairement appelé des confrères. Je leur ai dit, écoutez, les gars, moi, j'ai des questions. Est-ce que chez vous, voilà, comment vous sentez le truc ? Et c'était global. Tous m'ont dit, ça freine. On a de moins en moins de demandes. Et ce qui pour certains a été une très bonne idée, ça a été de se diversifier, de toucher autre chose que du véhicule de loisirs. Mais dans l'ensemble, la tendance était vraiment globale. Donc quand j'ai commencé à appeler les confrères et que tous ils m'ont dit le même discours, c'était évident. Enfin, qui mieux que ceux qui font le même travail que moi peuvent répondre à mes inquiétudes. Donc j'ai pas demandé conseil à la famille, au comptable comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est surtout le fait d'avoir des personnes qui sont dans le même milieu que moi et de voir qu'ils partageaient les mêmes choses, que ça m'a aiguillé dans mon choix en fait et que ça m'a permis de savoir que j'allais dans la bonne direction. Ouais, donc l'échange il est quand même ultra important sur ces moments-là, cette prise de décision, même si elle est totalement personnelle, puisque en fait il n'y a que toi qui est maître du bateau entre guillemets et qui peut décider de t'arrêter, mais de prendre référence auprès d'autres professionnels permet aussi d'échanger et de continuer. J'ai un gros regret, c'est de ne pas avoir fait ce fameux réel que j'ai eu en tête, mais ça fait au moins 1 an, à me dire pourquoi l'aménagement de vannes coûte cher. Il ne s'agit pas de se dire je justifie mon prix, mais juste que les gens se disent ah ouais, ok, j'avais pas pensé à ça. Je revois une fois un mail que j'ai reçu d'une Valérie, elle m'a marqué. Elle me dit voilà, il me faudrait une tranche de prix pour un L4H2. À l'époque, je dis 45 000 € pour un aménagement. Elle me dit très bien, est-ce que si on paye en espèces, je dis écoutez, faire du black à hauteur de 45 000 €, clairement non, parce que j'ai une société à faire tourner. Je ne vous parle pas de faire du black, mais je n'aime pas les banques, je vais vous payer en espèces. Je me dis bon voilà. Et juste après, elle me dit de toute façon, vous n'avez pas les épaules pour tenir un tel projet. Vous nous prenez pour des vaches à lait et vous volez les gens. J'ai fait mes calculs. Vous annoncez 45 000 €. Il y en a maximum pour 10 000 € de matériel. Donc, vous vous mettez 35 000 € dans la poche. Ce à quoi je me suis dit, est-ce que je perds mon temps à répondre ? Ce à quoi je me suis dit, je l'ignore. Mais surtout qu'à cet instant précis, je me dis, en fait, elle croit que sur 45, je m'en mets 35 dans la poche. Mais il faut que j'explique aux gens où ils partent ces 35 000 €, tu vois. Et de cette espèce d'attaque qu'elle a fait, je me suis dit, je vais plutôt en faire une force pour expliquer aux gens, ok, je vais vous expliquer étape par étape où part votre argent. Mais en gros, c'est relativement simple. Si on parle du dernier aménagement qui est fait à 55 000 € et qu'on est à 12 000 € de charge fixe par mois et qu'il faut 3 mois pour faire le véhicule, tu fais 3 x 12, tu es déjà à 36 000 € impacté au 55. Il reste 15 000 € de matériel. La marge dessus, elle est peanuts, en fait. Ces gros aménagements servaient surtout à réussir à payer toutes les charges de la société de manière mensuelle et à la faire tourner. Et les petites prestations qu'on logeait entre les deux, c'était là où tu avais un petit peu de bénéfice, ce qui permettait un petit peu de réguler la chose. Mais ça, les gens ne le perçoivent pas. Et c'est super difficile de réussir à leur faire comprendre que non, tu roules pas sur l'or quand tu annonces des tarifs comme ça. Coco ? Tata Coco ! Un whisky, s'il te plaît. Il est 17h. Mais justement, je suis épuisé. Ça fait 2 fois que je fais ça. J'espère que j'ai pas flingué le son.
Ah non. Allô, c'est chiant si je fais C'est, ça. en tout cas, c'est bleu. C'est bleu. C'est bleu. Bleu. Petite question. Ouais. Pour être entrepreneur aujourd'hui, Mhm. donc, tu avais de la motivation, tu avais cette ébullition de projets, etc. Est-ce qu'il y a des qualités qu'il faut avoir? Et à contrario, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut un peu mettre de côté au niveau des défauts personnels pour le montage du boîte ou en tout cas pour gérer une boîte? Ouais, alors je pense le maître mot, en tout cas le premier, c'est l'organisation. Je pense que si t'es pas organisé, c'est très difficile de réussir à exploiter une société. Et j'en parle parce que j'ai jamais vraiment structuré le projet Omnivan et je partais un petit peu dans tous les sens sans jamais rester focalisé sur je te dis une bêtise, mais par exemple de me dire que le lundi matin de 9h à midi, je gère les mails clients et j'attaque l'atelier l'après-midi. Non, je faisais un peu d'atelier, puis il y avait un téléphone qui sonnait, je décrochais, puis le soir, je faisais le devis. Il n'y avait rien qui allait et en fait, je pense que pour optimiser son temps et se préserver, l'organisation, c'est vraiment le pilier numéro 1. Je pense qu'après, il faut vraiment de la détermination. J'imagine pas qu'on puisse réussir un projet si on n'y croit pas à fond et qu'on ne s'acharne pas pour y arriver. Tout le monde nous a dit, fais attention, tu tires trop sur la corde, tu devrais te préserver, t'es là, oui. Et puis tu fonces droit dedans en fait, mais parce que je pense qu'on est obligé de passer par là. De passer par le fait de tout donner et de se confronter au fait qu'il y a un moment donné où t'as été trop loin et où t'as pas été en capacité de dire stop. Donc je dirais détermination. Pour moi, ça restera indissociable tout le temps, mais le côté humain qu'on veut donner à sa société. Si on est là juste pour faire du chiffre et qu'on méprise les clients ou qu'il n'y a aucun lien, on considère que ces personnes-là sont juste là pour nous donner de l'argent et qu'on n'a pas à cœur de faire ce qu'on fait pour se faire plaisir et leur faire plaisir, je pense que c'est quelque chose qui ne marchera pas. Tout le monde n'a pas cette sensibilité à l'être humain et à la valeur humaine qu'il veut mettre dans sa boîte. Du coup, ça peut être pour moi une qualité comme un défaut. C'est vrai. Ça peut être une qualité puisque forcément tu vas mettre tes valeurs humaines au sein de ta boîte, tu vas avoir envie que tes clients soient contents, mais au-delà de ça tu vas avoir envie de fédérer ton équipe, tu vas avoir envie que y ait des choses qui se passent, il y a des événements autour de tout ça qui se passent, et du coup ça peut être aussi un défaut parce que l'investissement que tu en fais, il est colossal. Tu prends à cœur les choses. Ouais. Oui, c'est vrai. Vu sous cet angle-là, finalement, ça peut aussi être délétère, d'une certaine manière. Ouais, clairement. Est-ce qu'à contrario, il y a un défaut que toi tu verrais? Si, j'en vois un de taille, et je sais que c'est quelque chose de très problématique de manière globale, la considération des collaborateurs, l'humain. Je vais prendre un exemple, c'est pas du tout genre pour me mettre en avant ou dire que j'ai bien fait. Marine et Dylan sont arrivés, on a signé un premier CDD, je crois qu'il était à 1520 € net. Et en fait, ils ont poussé le projet tellement loin, ils n'ont pas compté leurs heures, que lorsque le deuxième CDD a été reconduit, je les ai augmentés, chacun pour les passer à 1600 € net. Je pense que à partir du moment où tu te comportes comme ça et où tu prends soin de tes collaborateurs, ils te le rendront en tout temps et il n'y a que comme ça que tu peux porter un projet. J'ai connu des chefs, des patrons qui ne gratteront jamais un seul centime ou qui, dans la restauration, n'offrent même pas un burger à leurs employés à la fin d'un service, tu vois. Je pense que ça, vraiment, si on n'est pas capable, humainement, d'être proche de ses collaborateurs, de faire attention à eux, d'écouter quand ils ont des choses à remonter, faut pas être patron, en tout cas pas patron en ayant pour volonté d'employer du monde. Monter une boîte coûte de l'argent. Fermer une boîte coûte de l'argent. Qu'est-ce qui a été le plus surprenant pour toi dans toute cette fermeture? Qu'on ne te fera pas de cadeau. Ouais. Tu arrives en fait dans une phase où tu es déjà au 4e dessous, où il faut continuer de raquer, quoi. Personnellement, j'ai eu 1200 € de frais de gestion comptable. Après, c'est eux qui ont tout géré. C'est eux qui ont fait les parutions au journal officiel, c'est eux qui se sont occupés de faire le bilan de liquidation. C'est un taf qui est colossal, donc évidemment, il faut le payer. Mais il y a eu ça, il y a eu 520 € de frais de publication au greffe, aux journaux officiels et tout ça. Et puis après, il faut surtout réussir à solder l'intégralité de ce que tu peux avoir comme dette. Par exemple, la scie à panneaux, acheter 12 000, en reprise 3 750 € hors taxe. En fait, une grosse partie de la trésor a cherché à rembourser ce prêt, ce qui fait que même le capital social initial de 5 000 € d'Omnivan, j'ai pas pu le récupérer, et qu'il a fallu, pour réussir à tout payer, que je réinvestisse 6 000 € de ma poche, pour pouvoir fermer la société en liquidation amiable et pas partir sur une liquidation judiciaire. Donc faut avoir les reins solides, et encore une fois, j'ai pris la décision rapidement au bon moment. Ça aurait pu vite beaucoup plus problématique, je pense. La diversification dans une entreprise est un vrai sujet. Moi, j'ai l'impression que chaque année, je me réinvente, ou qu'en tout cas, j'essaye de changer les choses, mais parce que on a ce besoin de se réinventer et on a besoin d'aller chercher autre chose. Omnivan est fini, mais est-ce que monter d'autres projets, c'est quelque chose qui pourrait te donner envie? À terme, oui. Pas maintenant.
Ouais. Là, je veux qu'on me Une foute la petite paix. pause. Là, en gros, j'ai envie d'avoir un salaire qui tombe à la fin du mois et de ne pas avoir besoin de réfléchir. Ouais. Je sais que de ne pas avoir besoin de réfléchir va finir rapidement par m'ennuyer. Ouais. Donc, je ne dirai jamais Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Mais T'es super doux en expression par rapport à moi, c'est une catastrophe, moi. Mais clairement, il y a des projets qui m'animent. Il y en a beaucoup que tu connais déjà, Oui. qui verront peut-être le jour à un moment donné. Je me ferme à rien. Voilà. Je sais que ça arrivera probablement tôt ou tard, mais en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Mais ce qui est fou, en fait, c'est de se dire... je pense que si on a une conclusion aussi à se donner, c'est... On n'est que en transition tout le temps. On est vraiment qu'en transition, et si les gens l'ont pas compris, je pense que c'est un petit peu dommage. Dans la vie en van, tu vas avoir des gens qui vont vivre en van pendant des années, puis tu en as qui vont faire des transitions. Je vais vivre 1 année en van, 2 années en van, et puis finalement 6 mois, et puis finalement je vais reprendre une maison, ou reprendre un appartement, et puis je vais 2 ans plus tard me dire que j'ai finalement envie de revivre en van. La vie, c'est un peu ça. Ouais. Et tu vois, au minivan, c'est une transition professionnelle. On ne dit pas que tu n'y reviendras pas, on ne dit pas que voilà, ça t'anime pas, mais juste d'être capable de se dire que cette transition, cette étape, elle a été vécue pleinement, Ouais. et que tu passes encore à autre chose, et que on verra, X années ou quoi, il y aura un nouveau projet, et tu l'as juste vécu. C'est ça. Et moi, je trouve ça assez fou de comprendre que la vie, c'est ça. Ça m'a aussi permis de me rendre compte d'autres choses, en fait, c'est que on en arrive tous au même stade, même pour ceux qui ont choisi de vadrouiller en van, qui vivent sur les routes, etc. On a tous finalement besoin à un moment donné d'avoir un enracinement et un point de chute. Ouais. Un endroit dans lequel on se sent bien, dans lequel on a envie de s'installer et de s'enraciner, en fait. Et je sais que moi, c'est ce que je cherche aujourd'hui, maintenant. Enfin, ce que je cherche. En tout cas, ce dont j'ai besoin. Le fait de se mettre à son compte, c'est bien, ça a été enrichissant. Le fait d'être salarié, c'était bien, c'était enrichissant. Je sais que là, aujourd'hui, ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir ce petit cocon, ce petit chez-moi, ces projets beaucoup plus perso qui peuvent avancer. Et tout le reste va être plutôt un moyen d'arriver à mes fins. Et le travail ne sera plus une fin dans laquelle je vais mettre l'intégralité de mes moyens. Ouais, c'est totalement un peu comme, tu sais, tu diriges vraiment sur certains pendant de ta vie. Et du coup, l'entrepreneuriat a été le moment clé pendant 4 ans, l'entreprise, le travail. Et puis là, tu diriges vers autre chose. Et c'est tout à ton honneur de savoir dire stop. Bah ouais. Je pense que il y en a beaucoup, même dans la zone dans laquelle je travaillais. Parce que quand on disait que c'était, je parlais vulgairement, mais que c'était la merde pour tout le monde, en fait, on a 2 sociétés qui ont fermé dans la zone dans laquelle j'étais. Et j'avais un de mes potes là-bas qui était dans un état de stress perpétuel parce que le travail ne tombait plus. Il lui restait plus que 3 ans de crédit pour finir de payer la cellule qu'il avait achetée. Et je voyais qu'il s'acharnait tout le temps. Et qu'il essayait de trouver les solutions, il bataillait, mais dans des états de stress marqués, à fumer 2 paquets de cigarettes par jour. Et quand je le voyais, je me disais, putain, je suis tellement content de réussir à être dans la capacité de me dire que j'accepte le fait que ça s'est terminé et que ce soit pas une lutte parce que aujourd'hui, il en est toujours au même point et que cette lutte, il peut pas la gagner, quoi. Ouais, Donc je pense que cette résilience, ça a été mon allié plus dans le cadre de la fermeture jusqu'à la fin. Ouais. Le compte Omnivan va continuer. On pourra quand même suivre sur les réseaux sociaux un petit peu tout, d'où cette interview et ce petit moment ensemble. Si tu avais une petite phrase, je sais pas si c'est un souhait ou une phrase, j'en sais rien, mais pour les mois à venir, pour toi, pour une envie, un projet, J'ai une citation, ou en tout cas un proverbe qui m'anime depuis longtemps, et j'ai toujours dit 100% des gagnants ont tenté leur chance. J'aime bien celle-là. Je l'aime beaucoup. À partir du moment où tu tentes ta chance, potentiellement tu peux gagner. Si tu restes sur place et que tu tentes jamais ta chance, il t'arrivera jamais rien. Donc je ne sais pas dans quel domaine ni comment, mais je tenterai ma chance sur quelque chose, c'est certain. J'adore. Voilà. C'était le moment philosophique. C'était la clôture philosophique. Merci Jules. Merci à toi. Là, hors caméra. Oui, grave.